Donc, l'intitulé j'ai donné à cette conférence est Laurel Kendall et le chamanisme, des traditions ancestrales aux pratiques modernes. Donc, je m'appelle Kim Biol-He. Kim Biol, c'est mon prénom et He, mon nom de famille. Ça marche pour avancer. Je ne sais plus comment on avance. Ta, 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 ta. Zut. Il faut mettre en mode diaporama Là. et utiliser les flèches. Oui, mais non, j'y suis pas, je sais pas là. Hop. Donc, qui je suis, ma rencontre avec Laurel Kendall, sa biographie, ses travaux sur le chamanisme coréen. Après, je pensais que c'était judicieux de parler aussi des anthropologues français et du festival chamanique de Danoje, c'est-à-dire le festival de Gangneung. En introduction, Eric n'est plus là, mais vous lui direz. Donc, mes remerciements à Eric et son équipe d'organisation, à Kim Young-hee et votre présence et votre intérêt pour le chamanisme et aussi la Corée. Donc, qui je suis? Je suis coréenne adoptée, moi aussi. J'ai grandi à la frontière belge. J'ai grandi chez les ch'tis, comme on dit. Et donc, c'est pour ça la Belgique, pour moi, je me sens aussi un petit peu belge, parce que j'ai habité à 18 km de la frontière belge. Ensuite, j'ai vécu adulte sur Bordeaux et j'ai emménagé à La Réunion il y a bientôt 6 ans. Et juste en petite anecdote, c'est que la chamane présente avec ses autres chamans. Donc, Kim Young-hee, en fait, c'est aussi mon nom et le prénom qui m'avait été donné à l'orphelinat. Donc, c'était un petit clin d'œil que je voulais faire. C'est assez rigolo quand même. Enfin, je suis un petit peu plus âgée qu'elle. Mais bon, voilà. Ça, c'était le petit clin d'œil. Dans la continuité de savoir qui je suis, j'ai exercé pendant un peu plus de 30 ans le métier d'infirmière. Je suis ensuite passée un peu plus récemment à être formatrice, plus spécifiquement ingénieure de formation, et aussi je fais des conférences et aussi des recherches. Donc, dans mon parcours universitaire, j'ai un parcours en sciences de l'éducation, en plus de mon métier d'infirmière, et aussi un master de MEF, c'est-à-dire en ingénierie de formation. Des formations plus globales et professionnelles qui englobent le développement personnel. Je suis, par mon métier d'infirmière, diplômée sur la prise en charge particulière de la douleur des professionnels de santé. Je suis aussi éducatrice thérapeutique et j'ai suivi une formation de 4 années en médecine chinoise traditionnelle. Donc, j'ai un diplôme de réflexologie plantaire, de massothérapie et de ritulothérapie, pardon. Au niveau, je suis aussi très active donc au sein de l'association Bonne Roots, donc le petit jeu de mots Bonne Roots & Co de Coréa et aussi Co de compagnie, puisque je m'active à essayer de faire des liens, puisque comme je dis, on est tous reliés les uns aux autres. Donc voilà, et aussi il y a un peu plus d'1 an, j'ai créé mon centre de transformation, qui est mon centre en fait de formation, parce que pour moi, je pars du principe que toute formation est transformative et la les états modifiés de conscience amènent aussi à une transformation de toute façon. Et également, je suis vice-présidente de l'association coréenne de La Réunion qui s'appelle Kimchi Run. Donc ça, c'est concernant mon association et mes activités. Donc, j'ai retracé à travers moi aussi le développement personnel, tout ce qui concerne la quête identitaire, notamment en tant qu'adoptée, et aussi autour du développement personnel. Et ce qui m'a mené aussi à être initiée au chamanisme, mais pas en Corée, c'était plutôt en France. Qui m'a permis en fait de me retrouver, qui j'étais dans cette espèce de complémentarité, plénitude à la fois française, coréenne, un petit peu belge aussi, et puis maintenant un petit peu réunionnaise également. Donc justement, les expériences, les pratiques ainsi que les formations, ça a donné une espèce de grand melting pot de richesse. Et pour moi, je me présente en tant qu'étant un pont entre deux visions de la médecine occidentale et la médecine chinoise orientale, et ces deux mondes qui sont à la fois le monde visible, invisible, le monde rationnel, irrationnel, et aussi le monde des vivants et des non-vivants, dans une approche transdisciplinaire ou multiculturelle.
Donc, PEC, ça veut dire la prise en charge. Donc, de ce fait, pour moi, la prise en charge, elle est forcément dans un cadre qui est éthique, respectueux de la personne, et faire en sorte qu'elle puisse retrouver sa liberté, c'est-à-dire que ce soit une personne qui soit actrice de son parcours de santé dans la restauration de ses pleins pouvoirs, de ses pleins potentiels. Donc, dans mon centre de transformation, c'est un concept que j'ai créé, je fais des formations au développement personnel, notamment autour de la respiration, du bien-être, etc. Et aussi de la formation à la pratique du tambour chamanique. Je collabore également avec des médecins, des psychiatres, en grande partie à La Réunion. J'avais commencé à Bordeaux, mais vu que j'ai emménagé ici, forcément, c'est plus pratique ici. Le début de la reconnaissance institutionnelle, ou on va dire académique, c'est notamment fait en 2018 quand j'ai quand j'ai validé le DU de recherche en sciences de l'éducation, en sciences infirmières, pardon, sur le sujet, dont le sujet de ma soutenance portait sur l'impact du son du tambour chamanique sur l'agitation des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, où j'avais déjà évoqué des perspectives de création d'un dispositif qui amènerait à la formation au tambour, aussi bien pour les soignants que pour les aidants, la maladie d'Alzheimer, qui est pour moi une maladie importante dans la mesure où ça concerne un peu toutes les familles. Qui dans sa famille n'a pas une personne touchée par cette maladie, et sachant que la médecine classique offre peu de perspectives, en tout cas thérapeutiques, puisqu'il n'existe aucun traitement, et c'est la raison pour laquelle, en plus, je pense que le chamanisme peut, pour ce genre de pathologie, en tout cas, amener quelque part du confort. Donc, mon association Bonne Roots Co, en fait, ça a servi de laboratoire, je le mets entre guillemets, dans l'étude mixte que j'ai réalisée et que j'ai soutenu le mémoire en 2022, qui était sur l'impact du son du tambour chamanique sur l'anxiété à La Réunion, les prémices à la création d'un dispositif novateur de formation aux pratiques alternatives, de la transmission à la transformation. Et ça, c'était dans le cadre de la validation de mon master en ingénierie de formation, et qui m'amène à maintenant voir mon projet doctoral pour poursuivre en recherche, un peu plus précisément. Et notamment, là, c'est un espace ouvert, en tout cas, je suis à la recherche, en fait, de praticiens expérimentés à la pratique du tambour chamanique pour une étude qui serait à venir. Donc, si des personnes sont intéressées, on va pas, vous me direz après la séance, après la conférence, lors d'un échange, voire de poursuivre après, ce que ça peut, pour avoir un petit peu plus d'explications, pour vous préciser davantage ma démarche. Donc, ma rencontre avec Laurel Kendall a été lors du festival chamanique de Gangneung, puisqu'elle y donnait une conférence. Après, on s'est un petit peu croisés, puisqu'elle est arrivée au moment où je partais. Je suis restée, là, c'est moi, et là, c'est elle, et là, c'est son interprète. On est parti juste après qu'elle ait donné sa conférence, mais ça a quand même été l'occasion d'un peu d'échange. Donc, Laurel Kendall, c'est une anthropologue américaine spécialiste du chamanisme coréen qu'elle étudie depuis les années 70, donc c'est-à-dire depuis près de 50 ans. Elle a découvert à cet effet des rituels chamaniques et leur importance dans la vie quotidienne des Coréens. C'est la raison pour laquelle donc là c'était lors de la conférence, elle a focusé ses études là-dessus. Donc, je voulais vous présenter un peu plus précisément qui elle était. Donc, elle est également présidente de la division d'anthropologie et conservatrice des collections ethnographiques asiatiques au Musée américain d'histoire naturelle. Elle est aussi professeure adjointe d'anthropologie à l'Université de Columbia et présidente de l'association For Asian Studies. Elle a notamment commencé donc à se familiariser avec la vie sud-coréenne en 70 en tant que volontaire du corps de la paix américaine. Et c'est lors d'une rencontre fortuite avec des chamans qui l'a conduit à effectuer des travaux de terrain d'anthropologie un petit peu plus tard.
Bon, il faut quand même savoir qu'en 2007, la Société internationale pour la recherche chamanique lui a décerné un prix pour l'ensemble de sa carrière. Et en 2010, des collègues coréens ont décerné à l'occasion d'une de ses œuvres, Shamans, Nostalgia et FMI, le premier prix Yin Suk-jae, qui récompense un travail d'anthropologie sur la Corée par une personne non coréenne. Donc, je tenais quand même à le préciser. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, je vois flou, je ne sais pas vous. Donc, ses travaux sur le chamanisme coréen sont à partir, comme elle est anthropologue, d'une documentation ethnographique vraiment très riche et très fine et une profonde sensibilité culturelle. Donc, elle a vécu parmi la communauté chamanique, notamment les Mudang, c'est-à-dire des chamans femmes, puisque, je ne sais pas, vous savez peut-être déjà ou pas en fonction de la présentation qui vous a été faite, mais majoritairement en Corée, ce sont des femmes. Et participer donc à des rituels et interagit avec les Mudang. Les différents thèmes qu'abordent les travaux de Lauren Kendall, décidément, donc notamment l'analyse du rôle des femmes. Donc dans cette œuvre de 85, alors les œuvres de 85, mes petits anticelles, les notes de 85. Donc dans cette œuvre, elle offre justement une analyse très approfondie de l'évolution du chamanisme en Corée du Sud sur justement cette période de 30 ans. Elle examine comment cette pratique traditionnelle s'est adaptée aux transformations économiques et sociales du pays, notamment en réponse à la crise financière asiatique de 97 qui a été nommée crise du FMI. Attendez, je crois que je me trompe de document. C'est bien ça, c'est pas ce document-là, ce sera le suivant. Donc, je récapitule. Dans ce livre de 1985, Lauren Kendall y explore le rôle central des femmes dans le chamanisme coréen. Elle démontre comment les Mudang naviguent entre leurs responsabilités domestiques, c'est-à-dire à la maison, et leur rôle dans les rituels en tant que chaman. Et le chamanisme est alors utilisé à ce moment-là comme un moyen d'expression et d'autonomisation, enfin, sous le terme d'empowerment. Voilà, et c'est notamment, hop, donc là vous avez par exemple une des photos, elle n'est pas très nette parce que c'est une photo prise à partir de la conférence qu'elle a donnée. Le deuxième livre, ça concerne l'impact de la modernité et de la mondialisation. C'est justement le début où j'avais switché avec la première présentation. Donc, où elle explore les dynamiques entre le chamanisme, la modernité et les crises économiques. Donc, c'est pour cette œuvre qu'elle a reçu un de ses premiers prix. Toujours dans cette approche ethnographique qui est basée sur des années de travail de terrain parmi les chamans, principalement les femmes et leurs clients, elle retrace comment ces Mudang naviguent dans le paysage social et économique en mutation, tout en maintenant et adaptant leurs pratiques. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si on vous l'a présenté aussi, mais c'est qu'elle souligne indirectement la notion de Han, ce concept très particulier et très spécifique aux Coréens, qui se manie ici, comment dire ça, qui représente cette espèce de... C'est un peu particulier parce qu'il n'y a pas de terme pour traduire en français, ni même en anglais, j'imagine, mais c'est cette espèce d'état de tristesse qu'on peut avoir notamment à travers la chanson Arirang, que certains connaissent certainement, et aussi à travers l'usage du pansori, cette expression très particulière. Donc, Lauren Kendall explore dans cette œuvre comment ce sentiment de Han se manifeste dans les pratiques chamaniques ainsi que dans la vie quotidienne des Coréens. Elle relie justement ce sentiment au rituel chamanique qui cherche à apaiser les esprits et à résoudre les douleurs émotionnelles et spirituelles des Coréens, des individus. Le Han est souvent évoqué dans les récits personnels des chamans et de leurs clients, et il illustre ainsi la profondeur de la douleur qui est à la fois collective et individuelle. Alors, Lauren Kendall montre aussi comment cette crise économique FMI a ravivé et intensifié les sentiments de Han chez de nombreux Coréens, en exacerbant justement les douleurs émotionnelles et aussi le fait, cette problématique économique est assez lourde
Les rituels chamaniques deviennent alors des moyens de gérer cette détresse accrue en offrant des espaces de catharsis, c'est-à-dire de libération et de guérison, pour dépasser cette adversité, en développant une forme de résilience, puisque c'est un effet transformatoire. Laurel Kendall fait également des parallèles entre le Han et les éléments culturels tels que la chanson Halilang, donc que je vous ai évoqué précédemment. Donc pour elle, les origines de ce Han sont à la fois d'origine historique et culturelle, liées à l'histoire telle que l'occupation japonaise, la guerre de la Corée, les périodes de dictature militaire, et aussi la contribution à l'identité culturelle à travers l'art, notamment la musique, la littérature, le cinéma, mais aussi les pratiques religieuses. Donc c'est ce sentiment collectif de douleur et de nostalgie qui crée justement ce lien commun entre les générations et les classes sociales, et qui permettent, en tout cas, qui favorisent le fait de sentir que c'est un peuple quand même très uni dans l'adversité quelque part, dans cette compréhension partagée de leur passé et de cette douleur qu'ils ont éprouvée. Donc, en même temps, parler de Han sans parler du Jeong, ce serait un peu dommage. Donc, le Jeong est à l'inverse du Han, un sentiment d'attachement profond, d'affection et de connexion émotionnelle qui se développe au fil du temps entre les individus. Donc là, c'est plutôt une émotion positive qui englobe l'amour, l'empathie, la compassion et qui se manifeste également dans les relations personnelles, familiales, mais aussi professionnelles. Donc, il représente notamment cette solidarité, cette unité sociale. Donc, on peut dire que le Han et le Jeong sont deux concepts profondément enracinés dans la culture et la psyché coréenne. On peut même aller jusqu'à dire que ça fait partie de l'ADN coréen, et c'est vraiment très typique à la culture coréenne. Et moi, je les compare, enfin, en tout cas, ils peuvent être comparés au concept du yin et du yang qui sont développés dans la philosophie chinoise, dans ce sens où ils représentent deux forces qui sont à la fois complémentaires et interdépendantes et qui forment un équilibre dynamique dans la vie et les relations humaines, où chacun, justement, joue un rôle crucial dans la façon dont les émotions et les interactions sociales sont perçues et vécues par chaque Coréen. Voilà, et notamment, c'est retracé de façon indirecte dans les travaux de Lauren Kendall à travers le travail qu'elle a fait minutieux sur les peintures chamaniques, le détail, enfin les explications autour des peintures chamaniques et des rituels qui reflètent ces dynamiques émotionnelles et spirituelles complexes de ce chamanisme coréen. En même temps, je ne sais pas, pour ceux qui sont fans de Corée et qui doivent être très avides de K-drama, j'imagine, par exemple, le K-drama qui est titré Mr. Sunshine retrace justement ces deux principes, ces deux concepts du Han et du Jeong. Donc, on peut dire qu'en conclusion de ce K-drama, que Mr. Sunshine capture bien l'essence des concepts du Han et du Jeong à travers les récits complexes et émotionnels chargés. Ce drama met notamment en lumière comment ces deux émotions coexistent dans le contexte des luttes, à la fois personnelles et nationales, c'est-à-dire collectives, et qui offre ainsi cette richesse d'exploitation, d'exploration des thèmes culturels coréens. Et ce drama, il peut aussi être vu comme une illustration moderne de ces concepts qui met en scène justement cette résilience, cette force du peuple coréen face à l'adversité, tout en soulignant l'importance des liens humains. Bon, c'est pas un drama très très rigolo, en tout cas mais enfin bon, il est quand même très connu. Vous pourrez me dire après si celles qui l'ont regardé et ce qu'elles en pensent. Donc ça, je vous l'ai présenté. Ça aussi. Le symbolisme, dans son troisième thème concerne le symbolisme et la matérialité des rituels. Donc, à travers cette œuvre, justement, là, on va aborder le côté de la peinture, de cette œuvre qui date de 2015, où c'est une exploration approfondie de l'iconographie chamanique, c'est-à-dire de la peinture des divinités en Corée, particulièrement parce que ce sont des peintures sacrées utilisées notamment lors des rituels et aussi lors comment on peut dire ça, de décoration des hôtels, où on met toutes les offrandes et on pose aussi ces peintures. Donc, le symbolisme et la matérialité des rituels dans le contexte chamanique coréen, il se montre à travers ces peintures chamaniques qui représentent les différentes divinités ou les esprits ancestraux, qui sont aussi des forces naturelles.
Ce sont considérés comme des habitations temporaires ou permanentes de ces divinités. Les images sont choisies et préparées vraiment avec soin. Chaque élément visuel est chargé de significations symboliques très spécifiques, telles que la protection, la prospérité ou la guérison. Et la matérialité de ces peintures est essentielle parce qu'elle influence l'efficacité de ce rituel. Enfin, ça, vous le verrez peut-être dans les prochains jours avec d'autres cérémonies qui vont suivre. Le deuxième point, c'est concernant les hôtels chamaniques. L'hôtel chamanique est justement le lieu central des rituels où se concentrent toutes les énergies spirituelles lors de cette cérémonie. Les objets sont alors placés sur l'autel, par exemple les bougies, les offrandes alimentaires, les symboles de protection, dont, y compris les peintures dont je vous ai cité précédemment, et chacun a sa propre symbolique. Par exemple, les bougies, elles peuvent symboliser la lumière spirituelle et la présence des esprits, mais c'est aussi le cas dans d'autres pratiques spirituelles, on va dire, ou d'autres religions aussi, hein, bien entendu, et ainsi que les offrandes alimentaires sont destinées à nourrir les esprits et assurer leur bienveillance. Ensuite, en troisième point, il y a les costumes rituels qui sont portés par les chamans pendant les rituels parce qu'ils sont aussi chargés de symbolisme. Ils sont souvent décorés de motifs qui représentent les esprits invoqués et les couleurs sont choisies pour refléter différentes énergies spirituelles. Par exemple, on sait que le rouge représente la protection et la force. On sait que le blanc, lui, il incarne plutôt la pureté et le lien avec les ancêtres. C'est la raison pour laquelle le deuil là-bas se fait plutôt dans une tenue blanche. Classiquement, en tout cas traditionnellement. Le tissu, la couleur et même la manière dont ces costumes sont confectionnés sont vraiment importants parce qu'ils sont une extension de l'identité spirituelle du chaman et ils sont essentiels à la réussite du rituel qui est mis en œuvre. Le quatrième point concerne les instruments de musique rituels. Donc, il y a les tambours, les gongs, les autres instruments utilisés et qui ont pour but justement de rythmer les cérémonies et d'aider le chaman à entrer en transe, c'est-à-dire à communiquer avec ce monde invisible. Donc, le son qui est produit par ces instruments, c'est considéré comme un moyen de communiquer justement avec ces esprits. Et de ce fait, la qualité du son, qui va varier en fonction de la taille de l'instrument, mais aussi savoir s'il est en bois ou en métal, ces différents matériaux dont ils sont faits sont tous cruciaux pour leur efficacité. Ils vont jouer un rôle important et chacun va jouer un rôle particulier. Par exemple, on sait qu'un tambour fait de poids animal sacré peut être vu comme un intermédiaire entre le monde des vivants et aussi celui des esprits. Donc, on peut dire que dans ce livre sur les peintures, Laurel Kendall explore justement comment les objets rituels ne sont pas simplement des outils ou des représentations, mais ce sont bien des incarnations matérielles du sacré qui jouent un rôle actif justement dans ces rituels chamaniques. Et le symbolisme de ces objets est complexe, chaque élément ayant une signification précise qui est liée à la tradition, à la fonction rituelle et notamment à la cosmologie chamanique coréenne. Donc ça, je l'ai évoqué avec vous. Hop. Donc voilà, donc vous voyez par exemple sur cette image, en fond, les différentes peintures et vous voyez que l'autel, il est rempli de toutes les offrandes inimaginables entre beaucoup d'alcool, hein, comme on peut voir en Mongolie. Je crois qu'il y a une coupe, il doit y avoir du riz, il doit sûrement y avoir des sucreries, des bougies, etc. Donc, Laurel Kendall a vraiment étudié l'évolution du chamanisme depuis les années 70, hein, et sachant qu'initialement, le chamanisme était perçu comme une pratique marginale, il a gagné en reconnaissance et en popularité grâce à l'intérêt croissant pour les traditions culturelles et spirituelles, et notamment lors des crises économiques, puisqu'il permettait de la résilience de ce peuple à travers cette crise économique qui a de ce fait ravivé son intérêt. Donc là, par exemple, on voit peut-être pas très bien, mais vous avez pu voir justement certaines pratiques qui peuvent être faites au milieu de la rue, donc comme c'est le cas sur cette photo que vous voyez. Donc, en conclusion, on pourrait dire que Laurel Kendall a vraiment contribué de façon majeure à la fois à la discipline de l'anthropologie et à la société coréenne. Grâce à l'enrichissement de cette discipline et elle a contribué à une reconnaissance vraiment beaucoup plus large et également à démystifier
et à montrer la pertinence du maintien dans le monde moderne, dans cette société moderne, donc à sensibiliser le public à l'importance de préserver ces traditions. Maintenant, c'était pour évoquer de façon brièvement les anthropologues français qui ont étudié le chamanisme coréen. Donc, le premier que j'ai choisi, en tout cas, c'est Alexandre Guillemoz, qui notamment a beaucoup travaillé avec le Centre culturel coréen de Paris. Donc, il est notamment renommé pour ses travaux sur le chamanisme coréen et notamment à travers l'ouvrage qui s'appelle La chamane à l'éventail, c'est-à-dire Kim Kam-hwa, qui est vraiment très connue puisqu'elle était encore récemment, elle est décédée il n'y a pas si longtemps que ça, quand même, il y a quelques années, qui était considérée comme la plus grande chamane coréenne et qui a été désignée comme étant le trésor national pour la préservation des rituels pour les pêcheurs. Il y a un livre qui a été traduit en français, ce qui est quand même assez rare, qui s'appelle Partager le bonheur et dénouer la rancœur, qui retrace justement son parcours en tant que chamane, parce qu'en fait, c'est une Coréenne du Nord, donc qui a dû traverser la frontière, elle a failli se faire tuer par un des soldats, etc. Donc, je vous invite à cette lecture. J'ai d'ailleurs à côté de moi son livre, il est très bien. Elle a été, c'est en sous-titre, c'est marqué Le récit de la chamane aux 10 000 esprits, et qui a été tourné en film, dont le titre est La Mancine, où elle joue son propre rôle. Une autre anthropologue française qui est également connue, c'est Laetitia Merli. Donc, ses œuvres examinent essentiellement les rituels chamaniques et leur place dans la société contemporaine, sachant que c'est aussi elle qui a accompagné et filmé Corinne Sombrin lors de son initiation en Mongolie. Donc, vous connaissez certainement le parcours de Corinne Sombrin, puisque c'est grâce à elle qu'ont été initiées les premières recherches en neurosciences qui ont été réalisées au Canada et qui ensuite ont pris le relais en Belgique, donc chez vous, notamment par l'équipe de Liège. Et je tenais aussi à parler de ce troisième anthropologue français qui s'appelle Bertrand Hell, notamment dans son œuvre Possession et chamanisme, les maîtres du désordre. Donc le fait est qu'il il ne parle pas spécifiquement du chamanisme coréen, mais en tout cas dans son analyse, comme il a étudié le chamanisme des États-Unis, mais plus particulièrement celui d'Afrique, notamment l'Afrique du Nord, le Maroc, mais aussi celui de Corée. Donc c'est vrai que il est surtout connu pour faire des comparaisons dans ces différents pays, et justement ce qu'il dit de la Corée est aussi très pertinent et très complémentaire par rapport à ce que peut en dire comment il s'appelle, Laurel Kendall, justement. Donc voilà, enfin, ce qu'il en ressort quand même de ces différents anthropologues, c'est justement la force de la résilience du chamanisme déjà, puisqu'il est considéré par certains comme étant la plus grande, la source de toutes les religions du monde, et cette capacité justement à avoir pu survivre au-delà des différentes persécutions, hein, parce qu'il y a aussi dans des pays, notamment en Sibérie, par exemple, notre cher Poutine, enfin, je ne sais pas s'il est cher, mais en tout cas, Poutine en Russie, il a très peur des chamans, notamment. Et donc, il y a eu là où, justement, les chamans pouvaient faire peur, elles ont été persécutées. Et malgré tout, on voit qu'il y a un relent, qu'elles ont quand même persisté, survécu, en tout cas, et qu'elles ont eu cette force d'adaptation aussi pour être maintenues dans cette société moderne, quels que soient les continents, donc sur les 5 différents continents. Et aussi, je voulais souligner le fait qu'il n'existe pas un chamanisme, mais des chamanismes, parce que j'irais même jusqu'à dire que chaque chaman développe sa propre forme de chamanisme. Donc, maintenant, sur le festival de Danoje. Donc là, comme vous voyez, à Gangneung, qui est aussi la ville d'où je suis originaire, il y a une rivière et de part et d'autre, vous voyez tous les toits, les illuminations, et c'est vraiment un très grand festival de Corée, puisque c'est donc là, vous voyez, hop, le début des cérémonies. Donc, Danoje est le plus grand festival chamanique de Corée. Il est notamment, il fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il se tient tous les ans, à Gangneung, qui est la ville d'où je suis originaire, comme j'ai déjà dit évoqué.
Ça aussi, je l'ai dit. Et c'est dans ce cadre-là, notamment, que j'ai pu rencontrer Laurel Kendall, qui faisait sa conférence sur l'évolution du chamanisme, les perspectives académiques sur le chamanisme coréen, et justement cette force de résilience dans les pratiques chamaniques et leur capacité à s'adapter et à se réinventer, ce qui est quand même visiblement le constat que font d'autres anthropologues, notamment les anthropologues français. Des photos de Danoje. Hop. Donc là, je ne sais pas si je peux l'enlever, ça. Voilà, hop, j'aurais peut-être pu le faire dès le départ. Donc, Gangneung, en fait, chaque quartier prépare ses festivités. Donc, chaque quartier a des costumes différents. Vous voyez là, ceux-là, là, vous en avez là, mais vous en avez vraiment beaucoup. Et c'est fait, ça fait un peu, ça fait une espèce de grand défilé. Hop. Donc, sachant que le festival dure à peu près 10 jours et il y a une préparation donc, qui se prépare avec ce défilé. Donc, tout le monde défile. Il y a à peu près 3 kilomètres de défilé de ces différentes personnes de quartiers des différents quartiers de l'île, et les célèbres chamans vont, on va dire, se recueillir à la montagne des dieux pendant 3 jours, où elles vont prier et préparer ces 10 jours de festivités, pendant laquelle le shinju, c'est-à-dire le vin particulier, est béni des dieux et par la suite consommé. Ensuite, quand elles redescendent, forcément, c'est là où il y a toute cette grande procession qui fait plusieurs kilomètres, et c'est vraiment très, très beau à voir. Donc ça, je vous l'ai dit. Là, je reviens là-dessus. Tout à l'heure, c'était la même photo, mais avec les chamans. Là, vous voyez, c'est avec les messieurs qu'on appelle les baksous. Donc là, c'est une des chamanes qui fait en général, elle chante et elle danse sous un bruit, sous la musique qui fait un peu tintamarre. Hein. J'ai prévu de vous faire une vidéo, je ne sais pas si on l'entendra bien, mais en tout cas, vous aurez le lien et vous pourrez l'entendre ultérieurement, et vous verrez que c'est un petit peu compliqué. Ça casse un peu les oreilles quand on n'est pas trop habitué quand même, puisque c'est avec des instruments en métal. Donc là, celles-là, c'est plus des novices. Vous voyez, elles sont beaucoup plus jeunes. Donc, vous voyez derrière l'offrande. Bon, là, c'est moi avec la plus ancienne, qui n'était pas sur la scène, mais qui chantait, qui vociférait quand même. Elle avait beaucoup de caractère et elle est mignonne tout plein. Hop. Et là, c'est justement pendant que la chamane joue et chante, derrière, donc juste au niveau de l'autel, on voit que les gens, aussi bien des hommes, des femmes, aussi bien des jeunes que des moins jeunes, aussi bien des gens riches, pauvres, tout le monde vient faire ses vœux en tout cas. Et là, vous avez une photo prise où les vœux sont écrits sur un papier qui est facilement inflammable et volatile, et le vœu est envoyé aux cieux, donc aux esprits, pour être réalisé, on espère. Hop, donc là, vous avez les différents liens. Je vais essayer de vous le faire passer, mais avec le test que j'ai fait avec Eric la semaine dernière, il disait qu'au niveau sonore, on n'entendait pas bien. Donc, le premier lien que vous pouvez prendre, c'est sur les vœux que je vous ai expliqués lors de ce festival. Et le deuxième, c'est un extrait de séance dans une prise en charge avec un psychiatre, avec une des patientes que j'ai. Donc, je vais terminer par là. Oups. Donc là, vous avez mon nom, mon prénom, mon adresse mail pour celles qui veulent poursuivre les échanges ultérieurement ou autre. Là, c'est le lien de l'association Bonne Roots, de mon blog. Et là, parce que le magazine Mosaïque a écrit un article qui